Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et après ces petits traits d'humour, écoutez, je vais jeter un froid puisqu'ainsi meurt la démocratie. C'est le livre de Chantal Delsol et Myriam Revaud-Dallon aux éditions Mialet-Barreau. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Chantal Delsol, bonjour Myriam Revaud-Dallon. Effectivement, ainsi meurt la démocratie. Et vous n'avez même pas mis un point d'interrogation. C'est pratiquement une affirmation, ainsi meurt la démocratie. C'est un livre vraiment passionnant, très fort, intelligent, évidemment, mais ça... quiconque vous connaît n'en douterait pas. Et c'est un livre d'une nouvelle collection, effectivement, aux éditions Mialet-Barreau. Et en fait, vous posez cette question... On se pose, on commence toujours, et vous n'y avez pas manqué, par la pénultième et classicoïde phrase de Winston Churchill, démocratie, le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Mais après, vous entrez effectivement dans le dur, c'est le cas de le dire. Au fond, c'est quoi la démocratie? Et là, vous affrontez poliment mais fermement, justement, vous avez des opinions des opinions, oui, très différentes sur où va et quelles sont les limites. D'abord, je voudrais quand même que chacune d'entre vous me dise, au fond, cette démocratie-là, vous vous accordez sur quoi? Parce que aujourd'hui, la démocratie, on a l'impression que c'est l'auberge espagnole des fantasmes. Chacun y met ce qu'il apporte. Alors, Chantal Delsol, comment on pourrait définir la démocratie pour vous? Ce serait quoi? C'est compliqué en deux mots, mais si on part... Allez, on vous donne trois mots. Si on part par exemple des définitions de Claude Lefort... c'est un système qui ne peut fonctionner que lorsqu'on ne croit pas à une vérité définitive, lorsqu'on croit que chacun a sa manière d'interpréter le monde, et lorsqu'on croit que le bien commun n'est pas une vérité définitive qui peut être donnée soit par un sage, soit par un technicien. Donc il y a un débat au sujet du bien et du vrai. Je voudrais juste dire, avant de laisser la parole à Myriam, il me semble que dès le départ, mais elle va le confirmer ou non, nous sommes d'accord sur quelque chose de très important qui est le fait que ce n'est pas la démocratie, que la technocratie n'est pas la démocratie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prétendre qu'on est un homme de science et que par conséquent on gouverne bien. Ça ne marche pas, c'est antidémocratique. Et je crois que c'est là-dessus qu'on est parti pour dire, voilà, la démocratie est en danger parce que la démocratie se confond de plus en plus avec la technocratie. On le voit d'ailleurs avec Emmanuel Macron. On va en parler. Myriam Revaud-Dallon, pour vous. Oui, je suis d'accord sur le fait que la démocratie moderne, surtout, est en proie à l'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a un débat absolument, où il devrait y avoir un débat absolument permanent sur ce qui est juste, sur ce qui est injuste, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, ce qui est légitime ou qui est illégitime. Et alors, il y a dans cette pratique démocratique quelque chose de très anxiogène, quelque chose de très angoissant. Angoissant parce que ça parce que tout est constamment remis en question. Ouais. Et que par exemple le citoyen, c'est pas celui qui au fond adhère une fois pour toutes par confort à soit une vérité préétablie, soit un système, mais celui qui normalement, en toute rigueur, devrait exercer sans arrêt cette réflexion. Et je suis d'accord avec Chantal pour dire que l'une des façons, au fond, de canaliser cette incertitude, c'est de mettre les technocrates au pouvoir, c'est-à-dire des gens qui prétendent... C'est une position qui était déjà, d'une certaine façon, la position de Platon, c'est-à-dire qui consistait... On met les sachants au pouvoir. Voilà, c'est ça. On met les sachants au pouvoir. Et pour Platon, il n'y a pas simplement l'idée du philosophe roi. Il y a en général l'idée que, au fond, ceux qui exercent le pouvoir, ce sont ceux qui savent. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, au fond, la politique, c'est un problème technique, un problème de gestion ou un problème de gestion. Alors, donc là, on est d'accord là-dessus. On va en parler tout de suite après les informations. On aura 1 heure pour en parler avec les auditeurs. C'est vrai, savoir que est-ce que ceux qui savent ne sont pas encore hier, avant-hier et aujourd'hui, ce camp du bien qui dit je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. On va en parler, en tout cas je vous posais la question et on va en parler. Et c'est une belle introduction à la pensée critique qui s'use que si l'on ne s'en sert pas, et servez-vous-en, appelez-nous au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
La démocratie, vaste sujet, vaste programme. Nous en parlons avec Chantal Delsol, qui est philosophe, romancière, éditorialiste, professeure émérite de philosophie politique et membre de l'Institut Académie des sciences morales et politiques. Et nous en parlons avec Myriam Revaud-Dallon, qui est philosophe, essayiste, professeur émérite des universités à l'École pratique des hautes études et chercheur associé au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Vous avez toutes les deux, effectivement, avec les armes que vous avez, vous parlez de cela. Et la question, est-ce que le curseur, quand même, est-ce que je dirais presque le dénominateur commun pourrait être la liberté. Et là, vous allez me dire, mais quelle liberté? C'est-à-dire, au fond, et c'est ça qui est très difficile. D'ailleurs, votre livre, il est passionnant, je le recommande, parce que prenez le temps de le lire. Là, nous allons en parler pendant 1 heure, mais prenez le temps de le lire, parce que, au fond, comment savoir si nous sommes en démocratie ou pas? En dictature, on sait quand on est en dictature, mais comment savoir si on est en démocratie? Myriam Revaud-Dallon. Alors, d'abord, il y a un certain nombre de conditions que moi je considère comme des conditions formelles, c'est-à-dire l'existence d'un état de droit, la séparation des pouvoirs, c'est en fait des choses qui sont un petit peu d'ordre juridico-politique, enfin des institutions. Bon. Sur lesquelles on peut s'accorder, la reconnaissance des libertés publiques, etc. Et puis alors pour moi, la démocratie, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire, je me souviens que Tocqueville disait que la démocratie, c'était une forme de société. Une forme de société, c'est pas simplement un régime juridico-politique, mais je dirais presque une manière de vivre ensemble. Et que ça engage un aussi... art de vivre, presque. Way of life, oui, effectivement. Pas seulement un mode de... C'est-à-dire, au fond, quelque chose... art de vivre, c'est un peu... vous voyez, mais je dirais... c'est-à-dire, une manière aussi d'éprouver ensemble. On dit sans arrêt faire société, faire du commun, une expression qu'on utilise tout le temps, et on dit, alors on ne sait plus comment faire société, on ne sait plus comment faire du commun. Bon, c'est une banalité, mais ça recouvre quelque chose qui est, je crois, très, très, très juste, parce que dans la démocratie, par exemple, il y a les passions, il y a des sentiments, il y a des affects, et je suis très, au fond, attachée au fait que l'exercice par exemple, de la citoyenneté, c'est pas simplement des droits formels ou l'obéissance à des devoirs, mais c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la réciprocité. Et je pense que ce que j'appelle un problème anthropologique, et d'ailleurs, je crois que Chantal utilise aussi beaucoup ce mot, je ne sais pas si elle l'entend de la même manière, mais par exemple, je pense que dans une dictature ou dans un régime autoritaire, on ne vit pas de la même façon. Enfin, l'existence démocratique, ça n'est pas exactement... Même au quotidien, n'est pas nécessairement voilà, la même mais façon, dans la manière de sentir, dans la manière de l'éprouver, dans la manière d'avoir des rapports avec les autres. Voilà, ça engage. Et donc, il y a quelque chose qui est effectivement peut-être assez difficile à définir, mais qui dépasse pour moi le fait qu'on a des institutions. L'appareil, la loi, les institutions. La démocratie, c'est pour moi plus que, par exemple, bien sûr qu'il y a des conditions minimales. Quand je parlais de la séparation des pouvoirs, quand je parlais de l'exercice des libertés, du respect des libertés individuelles, un certain nombre de droits fondamentaux qui n'existent pas, qui sont brimés quand les sociétés ne sont pas démocratiques, mais je dirais que c'est au fond ce que le XVIIIe siècle appelait les mœurs. C'est ce que Montesquieu appelait les mœurs. Pour moi, il y a un rapport entre la démocratie et les mœurs. Chantal Delsol, est-ce que... Oui, je suis d'accord sur le fond, mais simplement, moi, je donnerais une autre dimension à cette affirmation sur laquelle je suis d'accord. Il y a d'abord, effectivement, l'état formel des choses, c'est-à-dire l'état de droit. Bon, on peut s'entendre sur des choses comme ça, qui sont finalement assez presque fixes. Enfin, on peut le dire, presque fixes. Oui, c'est la base, enfin. C'est la base. Mais alors, quand vous parlez des mœurs, je suis bien d'accord qu'il y a une question de mœurs. La démocratie, mais moi, je donnerais j'y verrai une autre conséquence. La démocratie signifie que l'on prend en compte, que l'on respecte l'état des mœurs du pays. Et c'est finalement la population elle-même qui
avec sa manière de voir, ses convictions du moment qui vont changer, parce que tout change dans l'histoire, son ressenti même va se donner des lois. Et j'en tire quand même la conclusion que il est totalement anormal que les institutions européennes imposent à tous les 27 un état des mœurs qui n'est pas forcément le leur. Et ça, je pense que c'est l'un des problèmes de l'Europe, c'est que l'Europe ne respecte pas véritablement la démocratie dans un certain nombre de pays, comme par exemple quand elle n'accepte pas que la Pologne ou l'Irlande soient un peu en retard, je mets ça entre guillemets, pour les questions sociétales. Je pense qu'on n'a pas à forcer les pays. Sans doute y viendront-ils, parce je pense qu'il y a des évolutions qui me paraissent évidentes. On peut être d'accord ou pas, mais c'est comme ça. Mais on n'a pas à forcer. Et ça, la démocratie, c'est aussi ça. C'est aussi accepter les mœurs du peuple en question. Évidemment, nous n'avons pas toujours fait ça. Par exemple, souvenez-vous que lorsqu'on a aboli la peine de mort, personnellement, je ne défends pas la peine de mort, bien sûr, mais lorsqu'on a aboli la peine de mort, la majorité des Français étaient contre, n'aurait pas été. Et je pense que ça, c'est pas démocratique. Alors c'est tout, non mais c'est intéressant. Alors posons le problème tout de suite par rapport à ça. Effectivement, le peuple s'exprime parce qu'on dit toujours c'est au nom du peuple. Mais quand il s'exprime, et je vais prendre un autre exemple, vous voyez, on parlait de démocratie ou pas démocratie, mais déjà, je vais vous dire sur la base, vous êtes d'accord, mais dans les faits, séparation des pouvoirs en France, elle est où la séparation des pouvoirs en France? Et pas seulement sous ce gouvernement. On pourrait vraiment en parler, c'est-à-dire l'exécutif, législatif, judiciaire. Franchement, on ne peut pas dire aujourd'hui que la séparation des pouvoirs se montre de façon spectaculairement démocratique. Mais surtout, je prends un exemple. En 2005, il y a eu le référendum sur la Constitution européenne. 55% des Français, je prenais, ont voté contre cette Constitution européenne. Vous voyez, ça n'a rien à faire avec Macron ou pas Macron. Le gouvernement Sarkozy s'est assis dessus en 2007 avec le traité de Lisbonne. Alors, et moi, je voudrais que vous répondiez en philosophe, mais quand même sur des faits précis. Je prends un autre exemple et je m'arrêterai là. J'ai reçu la semaine dernière la pédopsychanalyste Caroline Eliachev, qui a fait un livre justement sur la fabrique de l'enfance transgenre, et expliquer ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup d'instituts dans toute la France, où quand un gosse, même 3 ans, 5 ans, 6 ans, et ben voilà, toute l'histoire des parents. Bon, je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Mais effectivement, où se passe et qui met le curseur entre un certain nombre d'États où les peuples disent, vous voyez, j'ai pris un exemple politique et un exemple sociétal, ou de genré, comme vous voulez, où les gens disent, attendez, on va où là? Et où effectivement, où l'État, ou un certain nombre de gens décident que voilà, il faut avancer là ou là. Voilà. Et comment s'exerce la démocratie là-dedans? Parce que les pays autoritaires, on le sait, mais chez nous. Alors, c'est effectivement des problèmes assez compliqués. Mais si je reviens à ce que disait Chantal, moi, quand je parlais du rapport entre les institutions démocratiques et la manière de vivre ensemble, je ne parlais pas forcément d'un état des mœurs qui était, je dirais, fixé à un certain moment. Et je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis même pas du tout d'accord sur l'analyse d'une Europe qui exercerait des contraintes par rapport à à certains pays, mais on ne peut pas non plus, parce que de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle, par exemple, de l'homophobie du régime hongrois? Est-ce qu'on parle, au fond, des atteintes à la législation sur l'avortement? C'est pas l'Europe qui impose je crois, des mesures contraignantes. Ce sont les Polonais et les femmes à Varsovie qui descendent elles-mêmes massivement dans la rue, c'est pas l'Europe, pour défendre le droit à l'avortement. Donc je ne pense pas que... je veux dire, je suis très, très attentive à l'opposition populaire, d'une certaine façon, qui, de l'intérieur même du pays, peut, au fond, objecter à des mesures qu'elle considère comme non démocratiques. En Pologne, par exemple, vous avez pris l'exemple de la Pologne, où il y a une différence énorme entre, la jeunesse de Varsovie et les gens qui vivent effectivement dans le fin fond des campagnes
polonaise et qui n'ont pas le même rapport aux mœurs. Mais il y a des contre-exemples. Par exemple, c'est l'Espagne, qui est un pays de tradition catholique, a accepté le mariage homosexuel avec une facilité absolument extraordinaire et très, très étonnante par rapport à la France. Donc il me paraît que le problème est quand même un peu plus compliqué, et cette question du sociétal est une question très difficile. Hein, j'en conviens. Est très difficile. Effectivement, où on la met. Voilà. Et alors, je ne sais pas si c'est une question de curseur. Moi, plus ça va, plus je pense qu'il ne faut pas distinguer le social et le sociétal. Et que, par exemple, c'est un argument très facile de dire que, au fond, une politique soi-disant progressiste, entre guillemets, va s'occuper uniquement du sociétal et laisser de côté les problèmes économiques et sociaux. Moi, je ne suis pas d'accord pour... au fond, plus ça va, plus je me dis que ce sont des problèmes qui sont... C'est vrai. Mais dans la pratique, il y a eu quand même une sacrée... Alors, c'est vrai que dans la pratique, on a abandonné le social au profit du sociétal. On va dire du sociétal. C'est l'une des critiques que l'on fait à la gauche. Y compris à la gauche. On va se retrouver, et Chantal Delsol va répondre après ceci. Petite pause, à tout de suite. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à partir de 13h30. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un livre qui sort aujourd'hui aux éditions Mial et Barreau, deux philosophes qui discutent sur un sujet qui nous concerne tous. Ainsi meurt la démocratie. On espère que le requiem ne sera pas pour demain, que la pavane pour une démocratie défunte, on ne va pas tout de suite la chanter, mais en attendant, effectivement, Chantal Delsol, vous avez entendu Myriam Roubaud-Dallon par rapport effectivement au fait que, oui, les peuples, effectivement, il y a des lois, vous parlez de la Pologne ou de la Hongrie ou autre, mais en même temps, il y a entre dans ces populations, même à l'intérieur d'un État, des gens qui ont envie d'avancer, d'autres qui n'ont pas envie. Comment avancer dans ce problème, justement, ces contradictions? Dans une démocratie, on est quand même un peu obligé de tenir compte de la majorité, au fond. C'est peut-être un peu... ridicule, parce que ça fait mettons du 51%, c'est un peu... Mais on est bien obligé quand même, ça se passe comme ça pour l'élection d'un président ou de n'importe quel représentant du peuple. Donc, en ce qui concerne les mœurs, les questions sociétales qui, comme vous dites, sont très très compliquées, parce qu'elles vont très profond, en fait. On est bien obligé de faire à peu près pareil. Vous dites, effectivement, il y a des manifestations en Pologne pour le droit à l'avortement, bien sûr, et d'ailleurs, ça me paraît tout à fait logique, parce qu'ils vont quand même très loin dans l'interdiction. Mais à ce moment-là, si on tient compte de chaque manifestation, il faudrait tenir compte des manifs pour tous contre le mariage entre deux personnes du même sexe en France, qui étaient extrêmement nombreuses, beaucoup plus nombreuses que les manifestations polonaises dont vous parlez. Donc, on n'a pas tenu compte, parce que ces gens-là étaient très nombreux dans la rue, mais très minoritaires dans la société. Ce qui me paraît assez normal. Moi, je revendique pas du tout qu'une minorité, là en l'occurrence je suis du côté plutôt de la minorité, qu'une minorité prenne le pouvoir. Ça serait pas normal dans une démocratie. Donc, si vous voulez, là nous avons des pays, et effectivement ce sont pas les pays du Sud, c'est pas l'Espagne ni l'Italie, parce que justement je pense que le christianisme a été trop loin dans ces pays-là. Je pense que c'est pour ça que du coup ils vont très loin dans la modernité. Mais ce sont des pays comme la Pologne, voire parfois l'Irlande, pas toujours. Et je pense que d'une manière générale, leurs opinions ne sont pas d'accord pour, disons, avancer si vite, si on peut dire des choses comme ça. Et je pense l'Europe a le devoir de respecter les opinions, même s'il y a des minorités actives, mais ça reste des minorités. Enfin, je pense que ça fait partie de la démocratie, ça. Myriam Roubaud-Dallon, alors minorité, majorité, est-ce qu'il faut mettre un curseur ou une loi, comme vous voulez, là-dessus? Vous en pensez quoi? Écoutez, minorité, majorité, c'est vrai que, sur le plan, par exemple, quand on considère le suffrage, il y a une majorité, et à partir du moment où on a une élection, c'est la majorité qui l'emporte. C'est absolument évident, et on ne
on ne revient pas sur une élection. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que la démocratie, ça ne se résume pas et ça ne se réduit pas à l'élection. Hein, et que même, on est dans une démocratie représentative, ce qu'on appelle une représentative, et puis même les théoriciens de la démocratie représentative ont toujours indiqué qu'il y avait un certain nombre d'éléments fondamentaux à côté de l'élection. C'est-à-dire le droit de manifester, la critique, la liberté d'expression, etc. Et que ça fait aussi partie de la démocratie. C'est-à-dire que parce que sinon ça serait trop facile. Par exemple, on irait voter une fois, tous les 5 ans, puis après on rentrerait chez soi, et puis sous prétexte qu'on a voté, on ne discuterait pas pour savoir si les décisions prises par nos dirigeants sont légitimes ou pas. Donc c'est pas non plus quelque chose de très révolutionnaire que de dire que la démocratie représentative ne se limite pas. Il y a des contre-pouvoirs, c'est très important. Alors quand vous dites vous preniez tout à l'heure l'exemple, vous vous demandiez si vraiment en France aujourd'hui il y avait la séparation, c'est plutôt l'équilibre, si c'était vraiment respecté. Si c'est pas vraiment respecté, ça veut dire que la démocratie est affaiblie. Voilà, c'est ce que je pense. Hein. Défaillante, disait le journal L'Économiste. Défaillante ou affaiblie ou qu'elle perd quelque chose de sa vigueur démocratique. Voilà, c'est pas la démocratie qu'il faudrait avoir. Enfin, je pense que c'est pas une critique de la démocratie en tant que telle, c'est une critique de la défaillance de ce que devrait être, et pas simplement dans l'idéal, mais de ce que pourrait être une démocratie. Parce que par exemple, je sais pas, quand on dit, c'est surtout l'exercice des contre-pouvoirs qui pose problème aujourd'hui. Hein, quand on dit que le Parlement est plus ou moins réduit à une chambre d'enregistrement, alors on peut être d'accord ou pas d'accord sur des tas de choses, mais on peut en venir à se demander si le régime présidentiel c'est vraiment quelque chose qui est très bien adapté à l'exercice démocratique. Tout ça, c'est des choses qu'on discute et qu'on doit discuter. Ça veut dire, est-ce que les institutions maintenant sont véritablement, est-ce que d'une certaine façon ça n'a pas été la porte ouverte à un certain nombre de dérives, et je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de dérive possible en démocratie. Chantal Delsol, vous pensez, par rapport à ce que disait Myriam Revaud-Dallon, et par rapport à notre démocratie, on est un peu quand même en défaillance ou en dérive? Alors, tout à l'heure, mais je crois que c'était hors micro, mais peu importe, vous parliez du politiquement correct, du conformisme, de la pensée. Je suppose que c'est à ça que vous faites allusion à l'instant. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec vous là-dessus. Bien sûr, vous dites, dans les années 70, et vu mon âge, je vois très bien ce que ça veut dire. Hein. Effectivement. De liberté d'expression. Liberté d'expression, il y avait Harakiri et compagnie. Eh bien, vous voyez, je pense quand même que par rapport aux années 70, nous avons une beaucoup plus grande liberté d'expression. Dans les années 70, nous étions vraiment sous couvercle du marxisme, intellectuellement, j'entends. Dire que la plupart des intellectuels étaient marxisants, d'une manière ou d'une autre. Il y en avait peu qui n'étaient pas. Raymond Aron, Julien Freud, vraiment très peu. Et au fond, quand on regarde la presse de ces années-là, et la presse et la radio, c'était quand même beaucoup plus monoteinte du côté de la gauche. Hein, franchement, par rapport à maintenant. Et jamais il y aurait eu... c'est très difficile d'avoir ce genre de radio que vous avez maintenant, ou d'avoir un média comme CNews, ou d'avoir des choses comme Le Point, ou comme Causeur. Donc, il y a ça, déjà. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que nous avons perdu en liberté par rapport aux années 70. Et puis, quand vous parlez du conformisme de la pensée, eh bien, voyez, je crois qu'il y a toujours un conformisme de la pensée. Il y en a toujours un. Simplement, il a changé d'aspect. Il a changé d'aspect parce que le christianisme s'est effacé. Donc nous n'avons plus le conformisme du christianisme, de l'époque de la chrétienté, vous voyez, où par exemple il aurait été impossible à 2 homosexuels, prenons ça, de raconter leurs ébats, etc. Ça aurait été absolument interdit, impossible. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça, tout ce qui concerne, essentiellement beaucoup les mœurs, mais bon, ça touche aussi
encore ça. Et aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont interdites, mais ce ne sont pas les mêmes. Mais vous savez, je pense qu'il y a toujours un conformisme social dans une société. Dans une société, il y a toujours une forme de conformisme. Et simplement, comme c'est pas le même, et comme peut-être c'est pas à nous qu'il plaît, nous avons l'impression d'être écrasés sous une chape. Mais en fait, on n'est pas plus écrasés qu'on ne l'était il y a 50 ans. Enfin, c'est au moins mon opinion. Je ne sais pas ce que Myriam en pense, on n'a jamais parlé. Je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment tout à fait d'accord. Mais alors, par exemple, moi, j'ai pas la même perception des années post-68, parce que je pense que... Parce qu'on n'était pas du même côté. Non, c'est pas ça du tout. Vous lancez des pavés autour de la barricade. Absolument pas, Chantal, parce que moi, j'étais dans le courant de la gauche antitotalitaire. D'accord. C'est-à-dire, et pas du tout dans le courant. Oui, et je voudrais juste, excusez-moi, Myriam, c'est pour ça que vous dites pas d'accord. Moi, quand je parlais d'Harakiri, c'était pas la gauche marxiste. Voilà. Et la gauche antitotalitaire avait beaucoup de mal, mais ça, je m'en souviens très bien, parce que quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à travailler sur Hannah Arendt à l'université, mais c'était une catastrophe, c'était quelque chose d'épouvantable. Bien sûr. Mais simplement, j'ai pas été simplement, martyrisée, si je puis dire, par la gauche, j'ai été aussi martyrisée par la droite. Ça, oui, donc voilà, donc en fait, il y avait pas une si grande hégémonie. Il y avait des journaux de droite, il y avait. Oui, enfin, il y avait Minute. Non, il y en avait quelques-uns. Il y avait Figaro. Le Figaro, c'était plutôt un journal de concierge. Il faut quand même pas exagérer, parce que j'ai quand même pas le souvenir qu'il y avait une mainmise du marxisme althusserien sur l'université. Ça, oui, en tout cas en philosophie. C'est-à-dire que c'était à l'université, c'était pas dans le pays entier. Voilà, du côté intellectuel. C'était quand même pas dans le pays entier. Et donc, alors voilà, maintenant, il y a d'autres, je dirais, comme ça, d'autres massifs ou d'autres qui émergent. Mais je suis assez d'accord avec vous, parce qu'en fait, et aussi, on s'attaque aussi au conformisme qui nous arrange. Ouais, exactement. À chacun son conformisme. C'est ce que je pense. Par exemple, nous, on a un débat, toutes les deux, on n'est pas d'accord sur l'importance du wokisme. Bon, du wokisme, par exemple. Ah, oui, bien sûr. On va en parler tout de suite avec nos auditeurs. Tout à fait. Ils vont vous poser des questions là-dessus. On se retrouve avec une toute petite pause. Et vous faites honneur à la collection Disputatio, puisqu'on débat sur Sud Radio jusqu'à 14h au 0826 300 300. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et allez, on rajoute un débatteur avec Maurice qui nous appelle de Paris. Bonjour Maurice. Oui, bonjour Maurice. Bonjour Monsieur Berkov et bonjour à vos invités. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien, très bien. Je vous entends. Oui. Alors, une petite question très rapide. Je voudrais savoir ce que vos invités pensent de la théorie de Polybe de Mégalopolis qui s'appelle l'anacyclose. Ah, c'est quoi? Expliquez. Ce serait un cycle politique en 6 étapes. Et donc là, nous serions soi-disant en démocratie. Alors pour moi, nous avons franchi une étape. Nous sommes en fait dans la phase de l'oclocratie. L'oclocratie. C'est la thèse platonicienne, en fait. Ouais. Elle a été reprise par Polybe. Ouais. Ah oui, c'est ça. Alors, vous voulez savoir ce qu'en pensent nos invités? Oui, j'aimerais savoir s'ils pensent la même chose que moi. Pour moi, on n'est pas en démocratie. Chantal Delsol. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Moi je pense que nous sommes en démocratie quand même, parce que on peut pas venir nous arrêter à l'heure de laitier et nous envoyer au bagne pour 20 ans sans aucun procès. Donc quand même, on a une certaine liberté, une grande liberté, je trouve. Et la preuve, c'est qu'on peut en discuter. Mais vous parlez vous posez une question bien précise, monsieur. Vous parlez de ce cycle des régimes politiques qui avait été établi d'abord par Platon et repris, si j'ai bien compris, par Polybe. Effectivement, Polybe est peut-être l'un des premiers philosophes de l'histoire, enfin l'un des premiers, parce que Platon aussi avait. Alors, on nous disait que effectivement la démocratie était forcément dégénérative, à peu près comme toute chose humaine, comme notre corps lui-même dégénératif, et que les démocraties passaient par un régime d'oclocratie, c'est-à-dire de règne de la foule, le règne démentiel de la foule, et finissaient en tyrannie. C'est bien ça. Je pense que c'est de ça que vous parlez. Alors, oui, et après passer à la monarchie. Enfin, la tyrannie, c'est après la monarchie. Et après retourner à la tyrannie, puis à la monarchie. Alors vous savez, c'est bien sûr que il y avait
il y a une forme d'expérience dans ces citations-là. Ce sont des gens qui ont quand même regardé ce qui se passait dans un grand nombre d'endroits et qui ont vu qu'il y avait effectivement un mouvement comme ça. Mais ça reste quand même ce qu'on peut appeler des paradigmes ou des schémas, si vous voulez. Après, on ne peut pas les appliquer dans la vie pratique, dans la vie réelle, qui est beaucoup plus foisonnante, beaucoup plus diversifiée que ça. Alors, ça peut donner un guide pour comprendre les choses. Mais je pense pas quand même qu'on soit véritablement destiné, si vous voulez, à passer de l'un à l'autre comme ça de façon systématique. Là, je laisse la parole à Myriam Revaud-Dallon. Oui, je voudrais juste ajouter un petit complément à ce que vient de dire Chantal, c'est-à-dire qu'au fond, ces théories, elles correspondait aussi à une certaine vision de l'histoire, à une certaine représentation du temps, qui était un temps circulaire. Vous avez raison. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que bon, les anciens pensaient, ils n'avaient pas du tout la représentation d'un temps linéaire comme celle que nous avons. Et donc, effectivement, le retour sur soi des régimes qui se succédaient correspondait à cette conception du temps. Et alors, quand tout à l'heure, j'ai simplement fait une remarque pour dire que dans la démocratie moderne, il y a un très fort coefficient d'incertitude. C'était aussi pour dire que, au fond, nous ne nous appuyons plus sur une conception du temps qui préfigurée à l'avance. En termes très prosaïques, Alphonse Allais disait que les poubelles étaient remplies de tendances prolongées. Merci beaucoup pour votre appel, Maurice. Nous sommes maintenant avec Claude qui nous appelle de Lille. Bonjour Claude. Oui, bonjour Claude. Bonjour à toutes et bonjour Monsieur Mercoff. On vous écoute Claude. Je vous appelle, alors ça a déjà été abordé en partie par une de vos invités. Je pense qu'il y a un problème de légitimité du pouvoir actuellement en France et de représentativité des électeurs. À savoir qu'en faisant même 24% ou 25% du premier tour comme la dernière présidentielle, après les blancs, les nuls, les abstentions et les non-inscrits, on exclut de fait une bonne partie de la population qui est susceptible de pouvoir voter. Alors ça, à mon avis, c'est lié à la mécanique électorale avec le scrutin majoritaire à 2 tours. Et malheureusement, je pense que c'est plus en phase avec le paysage politique actuel. Donc ça, c'était le premier axe sur lequel je voulais interpeller vos invités. Et le deuxième, la deuxième réflexion, ça concerne en fait une inquiétude qui est l'exercice de sa liberté conditionné à un QR code. Michel Onfray parlait hier de démocratie illibérale et j'avoue que les barrages qui étaient le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, à mon avis, n'ont pas exercé. Oui, les contre-pouvoirs qu'ils sont censés incarner, vous dites, ça n'a pas fonctionné. À mon sens, oui. Après, tout le monde ne partage peut-être pas cette analyse. Voilà. Donc, c'était les deux réflexions que je voulais amener dans le débat. Merci. Alors, qui voudrait répondre à ça? C'est intéressant. D'abord, l'histoire du vote, l'histoire de démocratie libérale, et puis l'histoire, effectivement, du QR code. L'histoire du vote, c'est-à-dire que le fait que l'abstention massive et de plus en plus massive, ça fait des années qu'on pose le problème effectivement de la légitimité des dirigeants élus qui sont effectivement élus à la majorité des voix exprimées mais avec un taux d'abstention. Alors le problème c'est un problème auquel on s'est déjà affronté. Alors on s'est demandé s'il fallait rendre le vote obligatoire. Ce qui serait peut-être une bonne chose. Et ce qui serait une contradiction, parce que je pense que c'est pas possible. On s'est demandé s'il fallait intégrer le vote blanc dans la comptabilité des votes exprimés. Moi, je suis assez favorable à cette idée. Parce que, en fait, on est un peu enfermé dans un système dans lequel, au fond, les citoyens n'ont de possibilité que de répondre aux propositions qui leur sont faites. Et alors, qu'est-ce qui imagine si aucune proposition ne leur plaît, mais voilà. Et donc, il y a quelque chose aussi d'un peu compliqué, c'est-à-dire que le citoyen, c'est pas simplement celui qui est passif et qui reçoit passivement les propositions qui lui sont faites. Donc, c'est un problème qui dépasse, je crois, aussi le cadre de l'élection. Moi,
et un problème qu'on peut certainement pas résoudre à court terme, qui est que la démocratie est affaiblie parce que l'exercice de la citoyenneté n'est pas ce qu'il devrait être. C'est ça, mais c'est un vrai problème. Ça, c'est vraiment philosophique et politique. Voilà, et politique. Et je dois bien dire qu'à court terme, voilà, j'ai pas de solution. Voilà. Bon. Est-ce que, par rapport à ce que disait Claude... Cette désaffection est quand même le signe un peu d'un abandon de l'esprit démocratique, un peu, ce qui est corroboré par les sondages, où il y a un certain nombre de gens, très importants, me semble-t-il, la moitié, qui dit que finalement on serait peut-être aussi bien gouverné par une dictature ou autre chose. Je vous dirais que moi je crois quand même que que les citoyens sont trop éloignés des pouvoirs. Personnellement, je suis contre l'élection du président, d'un président si plein de pouvoir au suffrage universel. Nous sommes le seul pays démocratique où le président avec autant de pouvoir est élu au suffrage universel. Ouais, même en Amérique, il a des contre-pouvoirs. Bien sûr. Il est beaucoup plus contraint que le président de la République française. Ça, c'est quand même le signe d'une dictature qui a des tendances monarchico... C'est intéressant, vous parlez de dictature, Chantal Delsol. Oui, non, mais on a des tendances quand même... dictatorial, c'est des mots qu'il faut utiliser avec des précautions d'artificier. Oui, autoritaire. Oui, mais alors, autoritaire, mais par exemple, Claude avait soulevé l'histoire mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, deux philosophes, sur le QR code. Par exemple, en disant, voilà, on disait, en deux mots, c'est vraiment un problème qui dépasse un problème politique, circonstance. On disait, d'un côté, la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, en revanche, si vous n'êtes pas vacciné, toute une partie de la vie sociale vous est interdite. C'est un vrai problème. Donc, on avait des citoyens à deux vitesses, ou à trois. Non. C'est le manque de courage du président qui n'a pas voulu imposer le vaccin. La vaccination, non. Alors, moi, oui, effectivement, on aurait pu imposer la vaccination obligatoire, mais moi, ça me choque pas tellement parce qu'après tout, voilà, il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner, très bien, on les oblige pas à se vacciner, mais à ce moment-là, ils prennent leurs responsabilités et il y a des endroits, au fond, dans la mesure où ils risquent parce que la vaccination, la vaccination, c'est quelque chose d'altruiste, en fait. Mais voilà. Pardon, vous ne pouvez plus dire ça aujourd'hui, vous auriez pu dire ça il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on sait, et je ne suis pas du tout anti-vax, mais on sait que le vaccin n'empêche ni la transmission, ni il empêche les cas graves. Bon. Oui. Ah non, il empêche quand même, là, il y a une chose qui est certaine. Enfin, bon, voilà. Certaine. Oui, mais attendez, à partir du moment où on s'est mis... Mais pardon, c'est un vrai problème, ça. C'est vrai pour les gens de plus de 60-65 ans avec des comorbidités. Mais quand on s'est mis à vacciner les 5-11 ans et les 11-19 ans, ça veut dire quoi? Quel est le problème? Je vous pose en tant que démocrate, quand quelqu'un me dit, un pouvoir me dit, écoutez, les 5-11 ans, c'est important qu'ils se vaccinent. Or, les 2/3 des médecins, enfin des sachants, pardon, c'est important de dire, disent, attendez, oui, les jeunes, non, je veux bien, effectivement, pour les cas graves, la vaccination, les comorbidités. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème, pardon, de démocratie, là? J'ai vu dans cette affaire un cas typique le cas typique d'un président qui voulait absolument que ce soit la morale qui gouverne et pas le droit. Je pense qu'il aurait fallu effectivement imposer la vaccination de façon obligatoire à un certain nombre de gens qui en avaient besoin, et sûrement pas aux enfants de 5 à 11 ans, ou même de 11 à 15 ans, mais il aurait fallu après assumer cette obligation, faire payer les amendes, etc. Mais il a préféré, en bon postmoderne qu'il est, il a préféré user de la morale, de l'injure, et on a eu toute une ambiance morale, et à la fin on a eu les injures, je les emmerde, etc. Et ça, je pense que c'est carrément typique de la situation d'aujourd'hui, et je le regrette parce que je trouve que le droit, en l'occurrence, ça aurait été plus stable, plus franc, plus juste. Merci en tout cas pour votre question, Claude. Et puisque André est trop humble pour vous en parler, il sort aujourd'hui Abstention, piège à con aux éditions Max Milo. Donc on se retrouve dans un instant. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous avions eu Maurice qui nous a appelé de Paris. Eh bien, nous sommes avec Christine qui nous appelle aussi de la capitale. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour André Berkov. Bonjour à vos invités.
Voilà, je voulais vous faire part d'une réflexion. Allez-y, Christine. Bon, à propos de la démocratie, mais c'est parti hier de la manif des femmes, si vous voulez. Bon. Ah, de hier, oui, sur la Journée internationale des femmes, c'est voilà. Ça. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai ressenti le décentrement, en fait, des concepts et leur privatisation, enfin, leur détournement par rapport à des minorités. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour les femmes, on utilise le rapport au corps, le voile, enfin, ce qui sont des concepts extérieurs, oui. et on les utilise comme objet de revendication. En fait, alors que, si vous voulez, les outils de revendication, ils sont faits par les gens qui revendiquent normalement. Bah oui. Voilà. Alors l'idée, je me dis, est-ce que ce serait pas la même chose pour la démocratie? C'est-à-dire qu'on a un espèce de décentrement des concepts. De détournement, vous voulez dire quelque part? Oui, au sens de détournement? Oui, ou décentrement, oui, si oui. du concept principal et leur utilisation par des groupes, enfin par des minorités privées. Voilà. Je comprends. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Et donc voilà, c'est l'idée que pour la démocratie, on devrait faire société, c'est-à-dire de façon active, et non pas être assigné au vivre ensemble, qui n'est pas toujours possible vu les différences de culture. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, vous voulez dire par rapport au choc des civilisations ou pas choc des civilisations, différence de civilisation. Myriam Revaud-Dallon. Je ne sais pas très bien. Est-ce que vous pourriez me résumer en deux mots, parce que je sais pas très bien. Dire Christine, si j'ai bien compris, c'est que ce qu'elle dit, c'est qu'elle a l'impression qu'il y a un consensus sur la démocratie, mais qui est capté par certaines minorités, par exemple, et vous me corrigez Christine, c'est qu'il dit par exemple, au nom de la liberté, je veux mettre le voile, puisque pour moi, le voile, pour certaines, par exemple, puisqu'on parlait de journée de c'est un synonyme de liberté. Et pourquoi vous m'opprimez en m'empêchant de mettre mon voile? C'est bien ça, Christine, hein? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Alors, c'est les minorités qui finalement font la loi. Oui, voilà, bon... Oui, mais alors, justement, développer. Vous avez le regret, madame, d'une société, effectivement, qui serait beaucoup plus, où tout le monde serait bien davantage d'accord, il y a plus de consensus, et qui ne soit pas gouvernée par des infimes minorités qui finalement font la loi parce qu'elles crient très fort, parce qu'elles ont certains médias, parce qu'elles sont particulièrement actives, ou parce que ce sont des élites intellectuelles, parfois, c'est ça. Et effectivement, vous regrettez ça, mais je crois que c'est presque, on peut presque dire que c'est un développement historique qui existe dans tout l'Occident. Pourquoi Chantal Delsol, c'est pas inéluctable ça? Non, c'est pas inéluctable. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, mais on part de sociétés qui étaient holistes, qui étaient complètement consensuelles, où les gens avaient tous les mêmes pensées, les mêmes croyances, et voire même la même religion. Et maintenant, on arrive à des sociétés qui effectivement sont beaucoup plus éclatées. Alors, ce qu'on peut regretter, par exemple, dans un pays comme la France, c'est qu'il n'y ait pas quelque chose qui fasse le commun, comme par exemple le drapeau patriotique. Qui fasse collectif. Aux États-Unis, c'est le drapeau qui fait le commun. Nous n'avons pratiquement beaucoup moins ça. Hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que ça, c'est un problème qui dépasse beaucoup la question qui a été posée par... c'est-à-dire qu'en fait, je crois que Chantal et moi, nous n'entendons pas le commun de la même manière. C'est ça qui est intéressant. On le voit dans votre livre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis très attachée au fond, au fait que dans la démocratie, il y a des conflits. Et que la démocratie, c'est le conflit, au fond, c'est le lieu où peut s'exprimer le conflit. Mais précisément, on peut dire que par exemple entre Chantal Delsol et moi, il y a un conflit. C'est pas la guerre, et que on est peut-être des adversaires sur certaines questions, certainement pas des ennemis, et que nous vivons ensemble. Non, tout à fait. Et que ça, c'est important. Alors, par exemple, sur la question du voile, bien même les féministes entre elles sont pas d'accord.
Hein, et voilà. Oui, il y a plusieurs tendances. Voilà, il y a plusieurs tendances. Il y en a qui pensent que effectivement c'est un signe de soumission, d'autres qui pensent que après tout c'est l'expression. On a beaucoup dit que c'était une manière aussi d'échapper. Un certain nombre de provocations sexuelles, etc. Et donc, je veux dire, c'est après tout, moi ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas que, par exemple, sur la question de l'émancipation, parce que c'est bien ça dont parlait l'auditrice, eh bien, on ait des vues contradictoires, qu'on ne soit pas d'accord. Et moi, ça ne me dérange pas qu'on débatte indéfiniment. Sans arrêt. Vous voulez dire qu'en fait, la vraie différence entre démocratie et dictature, si on est en Iran, si on ne porte pas le voile, on est tabassé ou emprisonné, il faut le dire, encore aujourd'hui. En France, on peut en discuter. On en discute interminablement, voilà, puis après tout, pourquoi pas? Oui, sauf quand ça se transforme en outil et en instrumentalisation d'actes politiques. Ça, il y a des... Parce qu'il y a la liberté, mais vous savez, c'est utilisé... Alors, j'allais dire, que pensez-vous des gens? Et vous savez, c'est pas sur supplément philosophique, mais elle est. J'en dis, on va utiliser la démocratie pour la détruire, cette démocratie. Et vous savez très bien que ça existe. Oui, on va utiliser les armes de la démocratie pour le jour où on arrivera assez fortement au pouvoir, majorité ou pas, pour en finir avec cette démocratie. Et vous savez, il y a des gens qui pensent ça, sincèrement. Merci beaucoup Christine pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Gilles qui nous appelle de Chelles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Gilles. Oui, bonjour Monsieur Bertor, bonjour à vos invités. Je vais essayer d'être très très rapide et très concis. Je pense qu'en fait il y a une confusion. Il ne faut pas confondre pour moi démocratie et État de droit. En fait, pourquoi je vous dis ça? Je fais partie de ceux qui ont voté non en 2005 pour la Constitution européenne. Et je ne vous cache pas que jusqu'à aujourd'hui je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Mais bon. Voilà. Et tout à l'heure, je vous entendais parler du vote blanc ou du vote obligatoire. Moi, j'avais en tête de voter pour M. Asselineau ou M. Philippot. Aucun des deux n'a eu ses parrainages. Donc voilà, je me retrouve à choisir parmi des personnes où je ne me retrouve pas. Mais sinon, ma question... Aujourd'hui, vous dites qu'on est en démocratie. Moi, je me pose des questions. Par exemple, on a une personne qui n'a été élue par personne. Je pense à Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui, en une déclaration, décide de ce que tous les citoyens européens ont le droit de regarder ou de ne pas regarder. Je fais allusion à la décision d'interrompre RT France et Sputnik. Et tous les chefs d'État se sont exécutés. Et moi, ça me pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est RT France, demain, ce sera peut-être Sud Radio, dans un autre temps, ce sera une autre chaîne. On pourra toujours trouver des raisons. Mais comment une personne qui n'a été élue par personne, qui a été nommée, peut prendre cette décision-là? Et là, je me dis, sommes-nous vraiment en démocratie? Merci Gilles. Une réponse très rapide, Chantal Delsol ou Myriam Revaud-Dallon, c'est une vraie question. Ursula von der Leyen a décidé, effectivement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec RT France, donc... elle a été interdite, enfin pas seulement, sur toute l'Europe. Sur toute l'Europe, on a décidé, raison de l'invasion soviétique. Ah oui, d'accord. Avec Sputnik et compagnie. C'est ça. C'est ça, oui, d'accord. Et bien sûr, le problème des institutions européennes, c'est que nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas élus. Ça, c'est pour ça que je suis la première à penser, en effet, avec monsieur, apparemment, que les institutions européennes ne sont pas démocratiques. Parce que, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir simplement le vocabulaire. On ne parle plus de loi, mais de directives. On parle d'experts. On est en plein dans la technocratie. Donc, effectivement, c'est très dommageable et j'aimerais bien que ça change. Il me semble que quand même le Parlement européen est élu. Oui. Il y a les élections. C'est pas le Parlement qui gouverne. Oui, mais enfin, c'est la Commission. Mais enfin, on vous invitera pour une discussion sur la démocratie et l'Europe. En tout cas, merci beaucoup, Myriam Revaud-Dallon, et merci Chantal Delsol. Merci mesdames. Je rappelle le titre de votre livre qui est un débat, comme on en a eu un pendant 1h15 aux éditions Mialet-Barreau. Et ainsi meurt la démocratie. Vous retrouvez Brigitte Lahaie dans un instant.